Euh, Bonsoir, je suis très content d'être parmi vous et je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous avez des questions ? Maître Dabouze, donc vous êtes venu à Lyon pour donner une conférence, présenter la situation à la veille des élections présidentielles, mais l'actualité fait que vous venez de subir une condamnation hier. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, hier j'étais condamné par un tribunal, celui de Radaya, à 18 mois de prison ferme et une amende, je ne sais pas de combien. L'information m'est parvenue par des amis. Je vais dire une seule chose, c'est que les derniers petits fils de confiance que personnellement moi j'avais avec tout le système algérien, pas seulement le pouvoir, était rompu, je dirais, après l'attentat que j'ai subi, parce que jusqu'à la date où j'ai subi une tentative d'une agression à l'arme blanche, j'avais encore un peu d'espoir pour pouvoir régler mes problèmes et les problèmes de beaucoup de citoyens que j'ai essayé de défendre par le peu de moyens que nous avions sur le plan juridique et administratif. Mais là, en quittant l'Algérie, je subis encore des agressions d'autres formes qui ont fait que je perde entièrement confiance à tout ce système. Et je me suis de ce fait démarqué, je dirais officiellement, de ce système-là. Démarqué, et j'ai rompu les derniers liens qui étaient entre moi et, encore une fois, je parle de système, pas seulement de pouvoir, ni de régime, mais de tout tel système. Et je n'ai pas été étonné par cette condamnation à 18 mois de prison ferme. Il faut juste rappeler que c'est le même dossier où était accusé Frère Kemeldin, feu Frère Kemeldin, qui a succombé en prison, qui a été assassiné en prison, parce qu'il a osé dire avec nous, on est 9 personnes poursuivies dans ce dossier, et beaucoup d'autres ont dit la même chose, mais ces 9 personnes avaient dénoncé l'instrumentalisation de la justice dans une affaire jugée le 25 mars 2019, où 2 activistes étaient accusés d'avoir tué un notable qui s'appelle Alot Omar, et parce qu'on avait réussi comme défense à apporter la preuve de son innocence au lieu que ça soit le parquet qui apporte la preuve de leur culpabilité. Donc nous, on a apporté la preuve de leur innocence. Ils étaient quand même reconnus coupables pour autre chose et condamnés à 10 ans de prison ferme. Nous, on avait dénoncé, on avait dit que ça, c'est du racisme. Et donc, ce sont les mêmes juges qui avaient orchestré cette opération d'acharnement sur des activistes contre Idriss Khiyat et Tisha Nordin, qui ont monté un dossier qui est un clonage d'un autre dossier très célèbre, maintenant qui est devenu le détenu d'opinion le plus ancien en Algérie, qui s'appelle Babenjel Mohamed. Ils ont fait la même chose parce que ce sont des activistes, il fallait leur trouver des accusations pour les condamner à des peines très lourdes pour s'en débarrasser, et sinon les tuer peut-être même en prison, comme ils l'ont fait avec Fra.
Et donc, parce qu'on avait dénoncé ça, on a été poursuivis, on allait être tous arrêtés. Fra et Ouf étaient arrêtés sur le champ. Le 25 a eu lieu ce procès. Le 31 mars a été arrêté Fakhar et Ouf. Moi, le 7 avril, parce que j'étais à Alger, et j'ai échappé à une incarcération parce que toute la corporation des avocats en Algérie a fait une grève générale le 9 avril. Et donc, maintenant, il y a vengeance des juges qui étaient nos adversaires, parce qu'on les a critiqués dans ce dossier, qui se sont vengés. C'est même le même juge qui avait condamné Khiyat Idriss et Tisha Noordin à 10 ans de prison, qui s'est donné le droit de faire un mouvement au sein du tribunal, parce qu'il est président du tribunal de Ghaddaïa, et pour se placer en président des délais pour nous attendre. Il a fait ce mouvement au mois de juin, et l'affaire était renvoyée pas cette affaire, mais d'autres dossiers, y compris celui-là, donc ils nous attendaient. Et donc là, ils sont en train de se venger. Je dis ça parce qu'on avait demandé à la Cour suprême de délocaliser tous les dossiers parce qu'il y a suspicion légitime. Elle a refusé, la Cour suprême. Et aujourd'hui, même le pourvoi en cassation d'une plainte que Mme Frère avait déposée, tous les héritiers Frère avaient déposé, à travers moi-même, qui a vu le juge d'instruction refuser l'ouverture d'une information judiciaire, et la Cour suprême a confirmé cette ordonnance. On a fait un pourvoi en cassation. Eh bien, c'est tous les huissiers de justice de Ghaddaïa qui refusent de notifier les parties pour que cette affaire soit rejetée en la forme. Donc, il est clair que le système de justice à Ghaddaïa qu'on a dénoncé depuis 2013, qui prend parti contre toute une communauté, et clairement ne nous laisse aucun moyen pour nous défendre convenablement. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il est bien protégé par le pouvoir d'Alger. C'est les raisons pour lesquelles qui ont fait que moi-même, je perds confiance totale à tout ce système en place, et que je choisisse de partir et continuer mon combat ailleurs. Donc voilà ce que j'ai à dire à propos de cette affaire. Moi, j'ai une question d'Abouz. Pourquoi le pouvoir s'acharne-t-il contre la communauté mouzabite, plus précisément ces dernières années? Ce n'est pas ces dernières années que le pouvoir s'acharne contre la communauté mouzabite. D'ailleurs, Ouihia, qui était chef d'un parti d'un des deux partis au pouvoir, a eu un lapsus dans une conférence de presse quand il déclarait que tous les conflits à la région du Mzab ou de Ghaddaïa, je ne sais pas comment il a qualifié la chose, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est depuis 62 reconnu par le pouvoir. Pourquoi? À mon sens, je pense qu'il est dans le programme du régime en place depuis 62 que ne peut être algérien que les citoyens qui sont arabo-musulmans de rite malikite. Et il est question d'éliminer tout ce qui n'est pas arabo-musulman et de rite malikite. Le problème des Mouzabites, ce sont les seuls Algériens qui ne sont ni arabes ni musulmans de rite malikite. Ce sont les seuls Algériens qui sont en complète porte-à-faux de ce type de citoyens algériens que veut le pouvoir en place depuis 62 fabriquer à travers les écoles et les mosquées, etc. Donc pour moi, c'est ça la raison. On explique souvent que le peuple algérien a fait nation à travers le mouvement qui se développe depuis 9 mois, le Irak. Et on voit que la généralisation du caractère préfabriqué de la justice est en train de sauter aux yeux, notamment en ce moment où
à travers le passage en force que tente le pouvoir algérien pour les élections présidentielles, face à la résistance, la mobilisation qui n'a de cesse d'augmenter. Les arrestations sont extrêmement nombreuses depuis une semaine. On parle de 200, 300 arrestations. Est-ce que vous pouvez en donner plus de détails sur cette situation? Si le pouvoir d'Alger, maintenant je le qualifie comme ça, je l'appelle pouvoir d'Alger ou régime d'Alger, parce qu'il est réduit à ça, hein, en fin de compte. Ce n'est plus le pouvoir de l'Algérie, c'est le régime d'Alger. Si ce régime-là intensifie les arrestations et la répression d'une façon générale, c'est qu'il ne supporte pas d'être critiqué. Et comme il ne peut pas, il n'a pas les moyens ni techniques ni humains pour prendre en charge les problèmes de la société, il ne supporte pas qu'on lui dise qu'il y a des problèmes. Et donc, dès que quelqu'un critique la démarche, il est tout de suite réprimé. Bon, on pouvait lui faire des problèmes dans son travail, et on peut même le mettre en prison, mais là, c'est tout le monde qui dit en même temps la même chose, et donc il a du mal à laisser les gens le critiquer. Et il essaie de faire par tous les moyens qu'il a, de faire taire ceux qu'il pense être les chefs de file de cette contestation. Or, le fait est qu'il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de chef de file, c'est tout le peuple algérien qui a pris conscience et qui a décidé de contester, et en permanence, on rentre dans le 10e mois de contestation. Donc, le pouvoir, pensant pouvoir imposer un président avec comme alibi des élections qui ne vont pas avoir lieu réellement. Mais il lui suffit comme je l'ai dit dans une vidéo, il peut se contenter de 5 voix des 5 candidats pour valider les élections. Parce qu'il y a déjà des experts du pouvoir qui déclarent que la loi ne prévoit pas un taux de participation et ne prévoit pas un nombre de candidats. Un seul candidat avec une seule voix, théoriquement, peut suffire à ce pouvoir pour dire que c'est le président choisi par le peuple qui n'aurait rien choisi. Donc, dans une démarche désespérée, le pouvoir pense vraiment qu'en désignant un président par la force, et que ce président pourrait imposer des décisions de, par exemple, d'état d'urgence ou de couvre-feu ou des choses de ce genre, serait légitime, et il pourrait donc contrôler la situation. Bien sûr, celui qui va être déclaré président, il va faire semblant d'ouvrir des chantiers. Il va dire on va changer la constitution, on va consacrer la séparation des pouvoirs, on va faire et on va faire. Mais ça sera les mêmes promesses non tenues depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, et ça sera les mêmes mensonges, pour la simple raison que jamais le pouvoir en place n'accepterait un système démocratique, parce que si il y a une vraie séparation des pouvoirs et s'il y a une vraie démocratie, il doit rendre des comptes. Et il ne peut pas permettre ça parce qu'il ne veut pas rendre des comptes. Il y a trop d'injustices commises en Algérie depuis 1962 à aujourd'hui. Il y a des actes qu'on peut qualifier de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui sont clairs, et que le pouvoir fait tout pour masquer et pour camoufler. Et donc, par ce fait, il ne peut pas permettre un état de droit réel, parce que la première chose à faire, ça serait
d'engager une justice de transition pour connaître la vérité. Il n'y a aucun autre moyen pour reconstruire la confiance entre le peuple et ceux qui vont le gouverner, à part le fait d'installer une justice de transition qui va traiter absolument tous les dossiers d'injustice commis en Algérie depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, sans aucun tabou, pour au moins savoir la vérité. Et ça, le pouvoir en place ne le permettra jamais. Pire encore, il a même décrété une loi qui sanctionne ceux qui veulent parler de ces injustices. Donc, c'est tout à fait clair qu'un président issu de ce pouvoir par des élections organisées par le pouvoir lui-même ne servira absolument pas les Algériens. Bien au contraire, ça va encore aller vers la répression et on va avoir des problèmes encore plus compliqués que ce que nous sommes en train de subir. C'est pour cela que je pense que le peuple va continuer sa révolution. Je ne pense pas du tout qu'on soit inscrit dans l'agenda du pouvoir, c'est-à-dire la date du 12 décembre 2019 ne concerne pas du tout le peuple. Il est en train de faire tout pour faire comprendre au pouvoir que ce n'est pas ça la solution, mais ça ne veut pas dire du tout que les choses vont changer après le 12, que ce soit le pouvoir va réussir son passage en force ou il ne va pas le réussir, cela ne va rien changer. Il faut que le régime d'Alger cède et il faut qu'il y ait construction d'un État de droit réel et sérieusement qui va traiter justement de tous ces problèmes. Alors, en qualifiant la solidarité internationale à l'égard du peuple algérien qui se manifeste par des réactions, des soutiens dans la société française et un peu plus largement en Europe, est-ce que le régime algérien ne tente pas de transformer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe onusien du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en droit des États à disposer de leur peuple? Parce que le paradoxe dans cette histoire, c'est que des représentants de l'État algérien siègent dans des instances internationales qui elles-mêmes souvent interpellent des États qui font des atteintes aux droits de l'homme, y compris pour la question des droits des peuples à l'autodétermination, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en Algérie. On empêche le peuple algérien de déterminer la forme du régime qui lui convient et de s'organiser comme il le veut. Le peuple sort depuis le 22 février pour dire nous voulons une réorganisation de l'État et nous voulons que tous ceux qui se sont occupés de la gestion des affaires de l'État au moins ces 20 dernières années, au moins, parce qu'il y en a qui disent ces 20 dernières années, mais il y en a qui disent depuis 62, qu'ils ne soient plus impliqués et qu'ils quittent le pouvoir de sorte à nous permettre de nous organiser autrement. Mais le régime d'Alger, il est en train de se mentir à lui et il ne croit même pas à son mensonge, de dire que le peuple, il veut des élections présidentielles et on va lui organiser les élections présidentielles et que ceux qui s'opposent à ça, ils vont être sanctionnés. Alors, il y a certainement un problème dans la définition de qui est le peuple, dans le concept de l'État. Je pense que pour eux, le peuple c'est eux et tout le reste, ce sont des... je ne sais pas comment les qualifier, des sujets, des chiffres encombrants, des statistiques dérangeantes. Ils peuvent être 20 millions, ils peuvent être 40 millions.
mais ils ne peuvent pas rentrer dans ce qu'ils pensent être le peuple. Peut-être que pour le régime d'Alger, le peuple, c'est seulement ceux qui sont favorisés par leur proximité des structures de l'État. Et donc, dénoncer la solidarité internationale par un régime qui lui-même participe dans d'autres actions de solidarité internationale en faveur de certains clubs ou de certains peuples ou de certains pays ou même parfois de certains régimes en usant des mécanismes onusiens, c'est vraiment un dédoublement de personnalité, d'autant plus que le régime d'Alger lui-même incite des cercles qui pensent peuvent influencer sur le plan international à s'ingérer dans les affaires de l'Algérie en mettant en danger les intérêts du peuple algérien, la souveraineté du peuple algérien sur son avenir sur le plan politique, économique et même diplomatique, parce que nous ne savons pas du tout ce que ces dirigeants négocient ou ils ont négocié, soit aux Émirats, soit en Russie, soit avec le groupe du Congrès qui a visité Alger il y a de ça un peu plus d'un mois, et il n'y a jamais eu de communiqué des autorités officielles pour dire ce qu'ils sont venus faire et pourquoi. Donc ça s'est passé dans l'opacité totale. Et encore plus par cette loi des hydrocarbures votée par la force à la dernière minute pour permettre des choses qu'on ne comprend pas du tout à quelques semaines des supposées élections qui devraient avoir lieu, qui pouvaient, si elles étaient sincères, ouvrir la route à un nouveau Parlement quelques mois juste après les élections présidentielles, de sorte à avoir une légitimité, on va dire, confortable pour pouvoir discuter de toutes ces questions. Donc, il y a une contradiction flagrante par ce régime qui, d'un côté, fait partie des instances internationales et même de certaines commissions pour dire son opinion sur le respect des principes fondamentaux des droits humains par les membres de la communauté internationale, de l'autre côté, et n'hésite pas à brader les intérêts de l'Algérie sur le plan, comme on a dit, de la souveraineté, des intérêts politiques, économiques, diplomatiques, etc., pour juste assurer sa continuité et sa survie. Ce qu'il fait comme réaction par rapport à ça ne porte pas et ne peut pas porter. Compte tenu de ce qui se passe en Algérie depuis le 22 février, où le peuple a fait la démonstration de sa ténacité à ne pas lâcher, et en même temps, parallèlement, on assiste, comme vous l'avez dit, au bradage de l'Algérie à travers cette remise en cause de la loi sur les hydrocarbures et les richesses naturelles. Et ce qui me choque, moi, de ce que je vois, c'est que ce pouvoir, qu'il soit d'Alger ou composé donc principalement des militaires et de ceux qui les soutiennent, continue de promulguer des lois tranquillement, comme si de rien n'était, en toute illégitimité. Et illégalité. Oui, illégitimité, illégalité, mais bon, c'est ça qui est frappant. On assiste à vraiment quelque chose qui n'est pas un dialogue, c'est les millions manifestent, et le pouvoir fait semblant, continue de sortir ses textes, condamne les manifestants, crée des... Il y a eu des témoignages, je lis beaucoup El Watan sur Internet. Il y a des manipulations pour des ports de pins, ports de drapeaux à Mézère. Ils viennent de libérer une jeune fille là, qui est étudiante là, après 2 mois de prison.
les condamnations pleuvent lourdement. Il y a eu Ouzaranoun comme première dirigeante d'un parti à être emprisonnée à partir du 9 mai. Et là, je viens de dire aussi il y a eu un conseil des ministres, ils ont voté, si j'ai bien tout compris, la création de plus d'une dizaine de wilayas supplémentaires Dans le sud. dans le sud. Oui. Et je me dis, c'est encore une opération, ça, parce que je ne vois pas où est l'urgence, encore une fois, peut-être pour se constituer une espèce de groupe de soutien, en quelque Ouais. sorte. Et je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Voilà. Quand même des organisations politiques qui s'étaient rassemblées, en Algérie même, dans le pacte pour l'alternative démocratique, et que du coup, il y a quand même, à un moment donné, va peut-être se poser la question d'une organisation, parce que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a les manifestants, et que le pouvoir a l'air, enfin, il a l'air de s'en moquer. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste pacifique, et c'est une excellente chose. Mais à un moment donné, peut-être que la question va se poser d'une montée des exigences du peuple algérien. Voilà, c'est tout. Et, d'abord, il faut d'abord signaler que le pouvoir d'Alger, le régime d'Alger, il est non seulement contesté par le peuple, mais il est anticonstitutionnel. C'est-à-dire il occupe la direction du pays, il occupe les fonctions de la présidence d'une façon anticonstitutionnelle. Le chef d'État désigné après la démission du président, sa mission a pris fin le 9 juillet. Il ne pouvait plus exercer après le 9 juillet et pourtant il continue à exercer les fonctions non seulement d'un chef d'État par intérim, mais d'un chef d'État élu. Parce que le chef d'État par intérim ne peut pas procéder à des amendements du gouvernement, au sein du gouvernement, et ne peut pas désigner dans les postes stratégiques importants tels que les chefs de tribunaux, les chefs de cour, le procureur général, les généraux, etc. Donc, Ben Saleh, qui n'a pas ces prérogatives, continue à les exercer en dehors de son mandat et à exercer des prérogatives qui ne lui sont pas attribuées. À cela, on peut ajouter qu'un chef d'état-major qui n'a aucun rôle. Le mot chef d'état-major n'existe pas dans la constitution algérienne, ni même l'état-major. La constitution évoque le rôle de l'armée comme une institution chargée de protéger les frontières, point. Pas plus que ça. Or, nous avons maintenant un chef d'état-major qui s'attribue les prérogatives d'un chef d'État et qui les fait signer par un chef d'État par intérim qui est en dehors de son mandat pour donner une forme légale. Et tout ça est anticonstitutionnel. Alors, en plus du fait que ce régime soit rejeté, l'équipe qui dirige est anticonstitutionnelle, elle n'est ni légitime ni légale. Maintenant, ils essayent de mettre les bouchées doubles pour faire passer certaines lois, créer certains wilayas au sud. Pourquoi au sud? Je ne peux pas faire l'analyse maintenant, je ne peux pas comprendre, mais peut-être que parce qu'on a vu que le sud, il n'y a pas beaucoup la population est concentrée dans les wilayas du nord. C'est plus de 80% du peuple qui habite dans les wilayas du nord. Toutes les wilayas du sud, elles comptent un nombre très réduit de population. Mais elles sont très contrôlables. Peut-être qu'en multipliant les wilayas au sud, ils pensent pouvoir créer un parlement avec un nombre de sièges qu'ils peuvent manipuler. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils peuvent faire comprendre aux gens du sud qui ont toujours été défavorisés au moment où toutes les richesses de l'Algérie sont au sud. C'est-à-dire on pompe le gaz et le pétrole, on construit au nord et on laisse le sud abandonné.
Alors, c'est les mêmes règles à la base de densité démographique pratiquées au nord qui sont pratiquées au sud, qui, lui, normalement, devrait connaître une règle de distance. On peut construire une école pour un nombre réduit d'habitants au sud par rapport à la distance. Vous savez que, par exemple, Ain Saleh se trouve à 700 km du chef-lieu de la wilaya qui est Tamarras. Et si vous êtes jugé à Ain Saleh et que vous faites appel, vous devez vous taper 700 km. Alors, il faut trouver un avocat, il faut descendre, et je sais qu'il n'y a pas de moyen de transport, j'ai eu à parcourir cette distance jusqu'à Tamarras. Après, vous risquez de voir votre affaire renvoyée, etc., etc. Et donc, depuis 1962, les populations du Sud, les citoyens du Sud, crient à cet isolement. Le pouvoir n'écoute pas, il n'arrête pas de faire des promesses, et maintenant il met les bouchées doubles pour montrer que c'est un plan de Constantine bis. En 1958, quand la guerre d'Algérie battait son plein, le régime colonial n'a pas trouvé mieux que de dire aux Algériens: on va vous construire des logements et on va vous prendre en charge d'une façon mieux que ce qui s'était fait pendant plus d'un siècle et 30 ans. Mais c'est trop tard, parce que la question maintenant en Algérie, ce n'est pas de construire des hôpitaux, des écoles, ou d'avoir des wilayas en plus, ou de faire approcher l'administration du citoyen. Ça, ce sont des problèmes techniques et objectifs. Mais le problème que nous avons en tant que peuple contre le régime en place, c'est un problème de confiance. Il y a eu beaucoup d'injustices. Il faut d'abord nous expliquer tout ce qui s'est passé pendant les 57 ans d'indépendance comme atrocité. Nous avons 200 000 victimes. Nous avons 20 000 disparus forcés, et nous savons très bien que pour la plupart, c'était la responsabilité de l'État. On veut des réponses sur ça. Nous avons des gens qui ont été internés au sud. Nous avons un fléau terroriste qui a été créé. Nous avons des témoignages qui sont sortis de l'armée pour dire que ce fléau de terrorisme a été créé par le régime lui-même. Nous avons des déclarations de responsables très importants qui disent que ce sont les services de renseignement qui ont alimenté les meurtres et les pillages à Gherdaya, Ouelgla, Tougourt, dans des villes du sud. Nous avons des nationalisations de biens d'Algériens commis à l'époque de Boumediene. Nous avons des assassinats politiques. Depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, nous avons même des essais nucléaires qui ont eu lieu au sud de l'Algérie après l'indépendance. Nous avons beaucoup de grands problèmes. Il faudrait que le pouvoir, il ne faut pas le pouvoir actuel, il faudrait qu'il y ait un nouveau pouvoir, un nouveau régime politique qui ouvre tous ces dossiers et qui nous donne des réponses. Après, on pourrait imaginer un traitement politico-judiciaire selon la bonne ou la mauvaise foi ou les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis. Sinon, il n'y aura pas de solution. Il y a encore des gens qui sont au pouvoir, ils étaient aux commandes de l'armée, dans des responsabilités très importantes, notamment Gaïd Saleh, à l'époque des massacres qui ont eu lieu en Algérie. On veut savoir, à un moment donné, il y avait une question qui était qui tue qui. Et maintenant, on veut savoir qui nous a emmenés vers cette situation. Avant de dire qu'on va vous donner des wilayas et on va vous construire des écoles et on va vous construire je ne sais pas quoi d'autre, peut-être même des stades de football et
et des trucs comme ça. Donc moi, je pense que c'est beaucoup plus une question de connaître la vérité et de savoir ce qui nous est arrivé. Et après, on pourrait rétablir cette confiance et comment ouvrir un chantier pour construire une république où tous les Algériens vont se reconnaître. Pas une république qui va exclure et qui va nous imposer un modèle de citoyen algérien. Pour être algérien, je le répète aujourd'hui en Algérie, pour être algérien, et khawa comme on le dit, il faut être arabo-musulman de rite malikite ou accepter ce modèle, d'être soumis à ce modèle officiel, on est khawa. Mais sinon, vous pouvez être traité de raciste ou de traître. J'ai défendu des gens qui ont choisi d'être Ahmadi, qui sont des musulmans, et bien ils ont été mis en prison, ils ont été filés par des services de renseignement pour savoir pourquoi ils font la prière dans un garage et pas dans la mosquée. Et si ce n'était pas des pressions qui venaient de l'étranger, et je sais bien de quoi je parle parce que j'ai vu ça, ils n'auront jamais été relâchés. Donc c'est beaucoup plus une question de récupérer sa dignité, de connaître la vérité que de se réorganiser, de créer des wilayas et de créer des formes juridiques pour calmer un peu ce qui se passe et permettre à ce pouvoir de continuer, peut-être même d'essayer d'effacer toutes les traces. On peut même ajouter cette église fermée récemment dans les wilayas de Béjaïa, dans les wilayas de Tizouzou, et je ne sais pas s'il y a eu des églises fermées, mais en tout cas, même si la liberté de conscience est reconnue dans la constitution algérienne, on assiste évidemment à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très formel, cette liberté de conscience. L'un des rares rites, c'est l'école ibadite de la communauté des Mouzabites. On sait que ça a été sérieusement désigné du doigt et puis ensuite réprimé. Il faut que tout le monde rentre dans le même moule unique, c'est-à-dire l'islam malikite, du rite malikite, sunnite malikite, et puis il faut être arabo-musulman. Donc en dehors de cette norme sacro-culturaliste, point de citoyen. Représentant de la libre pensée, que je voudrais vous poser deux questions, Maître Dagour. Vous nous avez largement rappelé et expliqué comment le pouvoir tente de se maintenir en place au moyen de la violence, de la propagande, de la manipulation. Hein. Mais d'un autre côté, ce pouvoir n'est-il pas aussi en situation de faiblesse? Parce que plus la répression s'organise, plus les détenus d'opinion, qui sont maintenant plusieurs centaines, très certainement, sont arrêtés, et plus les manifestations sont importantes. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Alors peut-être, quand il arrête toute une série de responsables d'organisations, de partis politiques, d'opposition, il espère priver le mouvement, effectivement le fleuve révolutionnaire, on peut dire, du peuple algérien, de ces dirigeants-là. Est-ce que justement aussi la déclaration qu'on a pu récemment lire, parce que l'état-major se cache apparemment derrière le haut commandement de l'Assemblée nationale populaire, j'ai lu une déclaration de ce haut commandement pour exhorter, alors moi j'avais noté SIC, tous les citoyens jaloux de leur pays à participer activement aux côtés de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, c'est pour ça que je pensais à SIC, qui se sont mobilisés jour et nuit avec une grande vigilance, disposés et disponibles à assurer la réussite de ce rendez-vous crucial pour l'avenir du pays qu'est l'élection du 2 décembre. Alors ma question, première question, c'est est-ce que malgré tout, même si effectivement le peuple ne s'inscrit pas dans le calendrier du pouvoir, il le prouve tous les jours, est-ce que la non-tenue de ces élections ne serait pas malgré tout une défaite majeure pour ce pouvoir d'Alger, comme vous l'appelez?
Et deuxième question, comment appréciez-vous, vous nous en avez parlé hier lors de la conférence organisée par le Forcem, mais comment appréciez-vous le mouvement de solidarité internationale qui s'organise pour exiger la libération des détenus d'opinion en Algérie? Est-ce que la conjonction, enfin le mouvement de solidarité conjugué avec la puissance des manifestations de la majorité du peuple en Algérie, est-ce que c'est pas ça qui permet que ce pouvoir n'a pas pu jusqu'à aujourd'hui réprimer et assassiner à huis clos, comme vous le disiez hier soir? Merci. Je vais commencer par la fin. Il faut savoir que si aujourd'hui le pouvoir d'Alger, ou le régime d'Alger, n'a pas réprimé, n'a pas utilisé plus de violence que ce qu'il est en train d'utiliser, c'est justement parce qu'il y a des accords signés, soit avec les instances onusiennes, ou soit avec des partenaires comme l'Union européenne, qui, il le sait très bien, interdisent aux partenaires au niveau international de violer les droits humains. Et que donc, ces accords qui sont persuasifs, le pouvoir a du mal à se retenir. Et donc, il réprime comme il peut, pensant que c'est suffisant. S'il ne tire pas, s'il n'y a pas de sang qui coule, pour lui, ce n'est pas de la répression. Mais la détention arbitraire pour opinion, c'est l'erreur qu'il a commise. C'est la grande erreur qu'il a commise, c'est d'avoir un nombre impressionnant de gens qui sont détenus pour leur opinion. Et là, il ne peut pas expliquer ça. Et c'est ça maintenant le cheval de bataille. D'abord, moi je pense que ce sont des otages. Comme disent beaucoup d'hommes politiques, je partage cet avis. Ce sont beaucoup plus des otages que le pouvoir a pris pour négocier l'étouffement de cette révolution en contrepartie de relâcher, mais il avait très mal calculé le coût parce que les détenus eux-mêmes, et dès leur arrestation, ils ont laissé des messages très forts à partir de l'endroit de détention vers l'opinion nationale pour dire ne prenez jamais en compte notre position s'il y a négociation avec le pouvoir et que s'il y a des négociations, il faudrait que ça se résume au moyen de céder le centre de décision à une forme civile. Ça, le message était très clair. Maintenant, ce pouvoir-là, bien sûr qu'il peut commettre des folies. Mais la deuxième chose qu'il sait très bien, c'est qu'on peut ester en justice aujourd'hui n'importe quel responsable algérien, que ce soit pour les crimes commis dans les années 90 ou que ce soit pour même les crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui. Personnellement, je l'ai déclaré hier dans la conférence, je me réserve le droit d'engager des poursuites contre le pouvoir d'Alger pour ce qui est en train de se passer. En plus des dossiers que je suis en train de préparer pour ce qui s'est passé à Gherdaya, notamment contre Frère Kamel Din, parce que j'ai le témoin oculaire de tout ce qu'a subi Frère Kamel Din pendant son deuxième séjour en prison et qui est venu en violation d'un avis rendu par le groupe de travail pour les détentions arbitraires qui ordonnait pratiquement au gouvernement algérien, premièrement de libérer Frère, deuxièmement de l'indemniser, ce qui n'a pas été fait, et troisièmement de donner des garanties à ce qu'il ne soit jamais poursuivi pour les mêmes raisons. Ça a été violé. Et quatrièmement, non seulement ça a été violé, il a été exécuté pratiquement en prison en violation de la loi par des fonctionnaires que je qualifiais de bande de malfaiteurs à Gherdaya, mais qui sont très bien couverts par le pouvoir
d'Alger. Nous avons toutes les preuves pour mener une action, mais nous la préparons. Bien sûr qu'il faut bien la préparer parce qu'il s'agit d'un assassinat politique, mais aussi, je me réserve le droit de poursuivre l'État algérien pour tous les dépassements qu'il est en train de commettre contre le peuple, même à titre individuel. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les Algériens de saisir la justice internationale parce que ce n'est pas de l'ingérence, encore une fois, et je dis qu'il n'est pas question, et il n'est plus question, que ce régime d'Alger exécute le peuple, que ce soit physiquement, politiquement, socialement ou économiquement, à huis clos, et de nous sortir l'histoire de l'ingérence. Il n'y a pas d'ingérence, il n'y aura pas d'ingérence parce que le peuple algérien ne l'acceptera jamais, mais nous appelons à une solidarité internationale. Nous appelons à une solidarité internationale. Et nous savons empêcher l'ingérence d'où qu'elle vient, s'il le faut, quand nous voyons qu'elle peut venir. Donc voilà ma réponse à cette question. Oui, nous sommes ici au siège de la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme et en réponse à votre appel à la solidarité internationale, nous avons organisé avec des associations liées à la diaspora algérienne, mais aussi des organisations démocratiques, syndicales, politiques de la société française, un certain nombre d'actions pour la libération des détenus politiques et d'opinion. Nous avions commencé au moment de l'arrestation de Louisa Hanoun, et évidemment, qui était un signe de la volonté de criminaliser l'action politique en s'attaquant aux responsables d'un parti d'opposition. Malheureusement, on a vu qu'effectivement, il y avait une volonté d'étendre largement ça, puisqu'on a eu ensuite Lakhdar Bourga, Karim Tabou, autre responsable politique, et ceux qui portaient le drapeau berbère, etc., etc. Et je pense que c'est aussi ce que vous dites, c'est quand même un appel à poursuivre cette bagarre pour la libération immédiate de tous ces détenus, je pense en correspondance avec ce que revendiquent d'ailleurs les Algériens dans les manifestations, dans le mouvement pour conquérir leur souveraineté réelle aujourd'hui. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Oui. Un cadeau au futur président pour faire un signe et dire au peuple, voilà, moi je suis venu pour réparer ce qui s'est passé avant. Et donc, à partir d'aujourd'hui, juste après sa prestation de serment, il annonce des décisions qui étaient préparées par ses prédécesseurs. C'était le cas de Bouteflika avec Zaroual. Zaroual, il avait préparé ce qu'on appelle la concorde civile. Il a laissé le soin à Bouteflika pour gagner de la sympathie à l'annoncer. Je pense qu'il n'y aura aucune libération avant le 12, parce que ça peut être le cadeau que veut l'équipe dirigeante laisser à celui qui vont désigner comme président, de faire comme première annonce, voilà, je décide de gracier tous les détenus d'opinion en gage de bonnes intentions, et je lance un appel à l'ensemble des Algériens pour engager un débat social, pour apporter les réformes qu'il faut, et ce sera beaucoup de belles phrases, mais qui vont juste servir à calmer un peu, qui va être certainement accompagné d'une politique de répression. Dorénavant, si vous faites ceci, cela, ça va être parce que là, il y a un président élu et nous voulons construire les institutions de l'État et on ne veut pas qu'on soit empêché, c'est criminel, etc. Je pense que ça va être ça le schéma d'après le 12. Et donc, ça confirme que ce sont des otages. Et en même temps, un gage pour une bonne entame de la personne qui peut être désignée président après le 12 si les élections
ont lieu. Donc, et je pense aussi que le peuple a très bien compris le manège et que s'il dit on ne veut plus de régime militaire, c'est qu'il sait très bien ce qu'il est en train de dire et il comprend très bien ça. Et donc, je ne pense pas que ça va réussir à faire ces petites manœuvres-là. Et je pense que réellement, on est dans une logique révolutionnaire, parce que c'est quoi la logique révolutionnaire? C'est la rupture. Une révolution, ça ne se négocie pas, et la rupture, c'est la rupture totale. Il n'y a pas de négociation. Je n'ai jamais vu une révolution qui négocie ses objectifs. Si on organise des négociations, c'est juste pour une passation de pouvoir. Ça ne peut pas être plus que ça. Et même pendant les passations de pouvoir, il faut faire très attention à ne pas inclure des clauses qui pourraient amnistier ou garantir l'impunité de certains gens qui ont commis des crimes graves. Donc, je ne pense pas que le peuple soit tenu, encore une fois, par n'importe quel calendrier du régime. Et je pense qu'il va continuer sa lutte jusqu'à ce qu'il soit vraiment, qu'il ait son destin entre les mains, réellement. Mais je pense que c'est en ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer, et c'est en ce moment-là qu'il faut beaucoup de sagesse pour d'abord engager des débats très larges au sein de la société, ensuite reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Et quelle est la marge de manœuvre du personnel judiciaire? Le personnel judiciaire, qui devenait célèbre, où je traversais un mur de policiers qui ne voulaient pas me laisser passer vers le Conseil constitutionnel. Les avocats, il faut savoir qu'aussi au sein de la corporation, il y a quand même des avocats, il y a beaucoup de tendances politiques. Pratiquement toutes les tendances politiques sont représentées au sein de la corporation, des avocats, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas contre le pouvoir. Et donc c'est très difficile. Et avec ça, la corporation s'est exprimée en faveur du mouvement, de la contestation. Et il n'y a jamais eu, ne serait-ce qu'un petit groupe d'avocats qui se serait exprimé en faveur de l'armée, du pouvoir d'Alger. Et ça, c'est très, très important, parce que nous savons qu'il existe des avocats qui sont en faveur du régime, mais qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas l'exprimer et qu'ils peuvent, l'histoire les jugera. Ils le comprennent très bien. Mais ils peuvent être une minorité. Quant aux juges, les juges en Algérie ne sont pas recrutés facilement. C'est-à-dire, il y a toute une mécanique officielle et non officielle qui intervient dans le choix d'un juge, de sorte à ce que un juge qui pourrait penser à être indépendant dans sa décision, quand il s'agit de rendre une décision, quand il y a les représentants de l'État en adversité avec des citoyens, surtout dans les affaires les plus importantes, que ces gens-là ne soient pas nommés. Et avec ça, nous avons vu deux choses très importantes. La première, c'est que 98% des juges en Algérie ont fait une grève contre le régime d'Alger, quelle que soit la raison qu'ils ont déclarée. Hein. Parce qu'après, il y a des gens qui ont dit, je vais répondre comment. La première, c'est que la justice ne soit pas indépendante, et la deuxième, c'est qu'ils ont subi un très large mouvement de mutation. Allô? Donc, pour les juges, il y a des gens qui disent, dans leur communiqué, c'est vrai qu'on voit
deux raisons. Le mouvement de mutation, très vague, jamais connu depuis l'existence de la République, c'est pratiquement, je pense, la moitié des juges qui étaient mutés dans d'autres fonctions, enfin dans d'autres postes, et l'indépendance de la justice, ils contestaient que la justice ne soit pas indépendante. Quelle que soit la vraie raison de leur mouvement, il faut savoir qu'on n'aurait jamais imaginé en Algérie que des juges puissent faire une grève qui a duré plus d'une semaine et comme ça, 98% des juges. Les 2%, c'était juste les juges qui continuaient à... C'était à quelle époque? Non, mais c'était il y a ça, même pas 3 semaines. C'est très récent. Et il y a la presse qui annonce aujourd'hui peut-être il va y avoir un deuxième mouvement. Oui, il y a des Peut-être pas quelques semaines, mais je pense c'était avant que non, si, j'étais déjà en Belgique. Je me souviens plus. Enfin, c'était pas. Et puis la deuxième chose très importante, c'est que, et c'est pour la première fois dans l'histoire, je pense, de toute la justice, qu'on voit des gendarmes à l'intérieur de la cour de rang tabasser des juges. Et là, ça pose un problème de fond. Et le problème de fond, c'est quoi? C'est ces gendarmes-là. D'abord, pourquoi c'est les gendarmes? On est en plein milieu urbain. Ça devrait être la police ou même ceux qui assurent la sécurité dans les tribunaux, ce n'est même pas la police. C'est les agents carcéraux. Ça, deuxièmement, c'était sur ordre du procureur général. Pourquoi sur ordre du procureur général? Parce que les procureurs généraux et les procureurs de la République en Algérie, ils assurent aussi au sein des cours et des tribunaux, la fonction administrative. C'est eux les premiers responsables administratifs. Et donc, pour moi, il faut que le parquet ait ses bureaux à l'intérieur des structures judiciaires. Il faudrait qu'on ait des parquets comme les commissariats. Il faudrait que les tribunaux soient gérés par des secrétaires généraux, dédiés à ça, sur le plan administratif. Il ne faut qu'il y ait que des juges au sein des tribunaux et des cours, et que le parquet arrive de l'extérieur, tout comme les avocats, pour éviter ce genre de situation. Moi, j'appelais à ça pour d'autres raisons, mais cette intervention-là nous a prouvé qu'on ne peut pas mettre tout un système de justice sous l'autorité d'un parquet, d'un ministère public qui peut aller jusqu'à tabasser les juges. Donc, ces deux mouvements prouvent une chose, avec la marche des policiers qui a eu lieu il y a de ça je crois, c'était en 2014, si je ne me trompe pas, que les instruments de répression de l'État eux-mêmes sont réprimés. Ces instruments, c'est les deux. L'État instrumentalise la police, les services de sécurité de façon générale, et la justice pour réprimer. Ces deux instruments, et la police et les juges, ont à un moment donné contesté leur situation. Il reste maintenant à cet État que l'armée et la gendarmerie pour réprimer directement. Et encore, l'armée n'obéit pas aux généraux. C'est-à-dire maintenant, Gaïd Saleh et l'état-major donnent des ordres à la police. Ils ne peuvent pas, et la gendarmerie ne peuvent. Croyez-moi, si Gaïd Saleh pouvait mettre quelques chars dans les rues d'Alger pour faire peur, il les aurait mis. Et je pense sincèrement que l'armée n'obéit plus à l'état-major concernant son ingérence directe dans la gestion soit des foules, soit de la chose politique, soit de n'importe quoi. Je pense que la base de l'armée a fait comprendre à l'état-major, si vous voulez
gérer la chose politique. Faites-le, mais avec d'autres instruments, ne comptez pas sur nous. Je pense que c'est le message qui a dû être transmis, à part la gendarmerie, qui est en train d'obéir sur le plan sécuritaire au chef d'état-major et à l'état-major d'une façon générale, parce que je ne pense pas que Gaïd Salah peut faire tout ce qu'il fait s'il n'a pas l'appui de l'état-major qui est composé, je crois, d'une vingtaine de personnes. Merci. C'est moi qui vous remercie.